Salut, c'est Oxmo Puccino sur Click and Chill. On se voit aujourd'hui pour ton album, La Nuit du Réveil, qui est sorti début septembre. C'est ton premier album solo de studio depuis 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Déjà, oui, déjà. Tu vas partir bientôt en tournée. Oui. Tout va bien? On ne peut mieux. On ne peut mieux. Ben, si tout va bien, on va regarder Ma Life avec Orelsan. Ah, ça veut dire qu'on peut aller mieux que ça encore, quoi. Oiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins, trouver des formules pour frimer des choses. On a été très heureux parce qu'on a diffusé en exclusivité les premières images de ce clip chez Click. J'en suis très fier. Il y a une question qu'on a oublié de te poser à ce moment-là. Pourquoi aubergine parmesan dans le clip? Mais parce que c'est bon. Parce que c'est bon, c'est délicieux. Parce que c'est simple. Parce que c'est l'été. Parce que ça se mange chaud, ça se mange froid. Ça fait toujours l'effet. J'adore faire la cuisine. Et c'est quelque chose qui marche tout le temps. Les enfants adorent. Bon, alors c'est quoi ta recette d'aubergine parmesan? Alors, elle est très simple. C'est Eddie Purple qui me l'a prise et qui l'a reçue de sa femme, qui a de grandes origines italiennes. Et donc, faut éplucher les aubergines, les faire dégorger, donc avec du sel, un certain temps, les rincer, et puis ensuite les faire frire très finement, pas plus d'1 centimètre. 1 centimètre, même c'est gros, tu vois. Ouais. Des tranches d'1 centimètre, et les faire frire légèrement, les réserver, et puis préparer une sauce tomate dont tout le monde a le secret, Ouais. bien épicée, et puis faire des couches consécutives de parmesan et de tomates jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et recouvrir de parmesan. Et puis moi, j'aime bien mettre du parmesan entre chaque couche. Eddie Purple, c'est? Iggy Purple, il jouait de la guitare avec moi sur scène. Maintenant, il est au clavier, mais surtout, c'est le réalisateur du dernier album. C'est un des grands compositeurs de l'album, avec Faz, bien évidemment. Et il m'accompagne depuis 10 ans, et puis il m'aide à faire de la musique depuis 10 ans. Ben, on le remercie à la fois pour la musique Moi-même. et pour la recette que sa femme nous a partagée via ton entremise. Je savais que tu étais un grand amateur de bouffe. On t'entend assez peu t'exprimer à ce sujet-là, donc je suis vraiment ravi de t'entendre parler de ça. Merci. C'est de l'art comme un autre. Hein. C'est de l'art, mais sauf qu'avec la bouffe, t'as pas le choix, t'es obligé de le partager. Parce que tu partages pas, ça se voit. Et puis c'est triste. Il y a ton nouvel album qui vient de sortir, La Nuit du Réveil. Le premier morceau s'appelle Le Droit de chanter. D'une descendance pauvre, ce qu'on cherche, c'est la fierté des nôtres. Marime une femme jugée à sa jupe, le succès ne nous a pas assagi. Le droit de chanter. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce morceau, c'est que j'ai eu l'impression que c'était une espèce de déclaration à plein de niveaux. Pour moi, tout l'album avec ce morceau, c'est genre, je vous montre que je sais rapper dans tous les styles, je vous montre que je suis toujours vraiment là, et tu traites de plein de sujets. Pour moi, c'est une espèce de morceau définitif, quoi. C'est comme si tu introduisais l'album et disais, bon, maintenant, ça on en a parlé, maintenant on passe à autre chose. Le droit de chanter, c'est une sorte de morceau bilan, dans le sens où ça fait un certain temps que tu es dans ce game, Ouais. dans cette musique, qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses et qu'on arrive à un moment crucial de cette histoire. Et je me dis, c'est le moment où je peux planter des drapeaux qui rappellent la grandeur de cette histoire et de cette musique et qui donnent une indication avec optimiste de là où elle va. Et c'est le droit de chanter. C'est-à-dire que le rap, je pense qu'il n'a jamais été aussi kiffant qu'aujourd'hui. Ce qu'on appelle le rap. Tout ce qui est autour du rap, ça n'a jamais été kiffant qu'aujourd'hui parce que pendant longtemps, la légitimité artistique a été remise en cause à cause des préjugés sociaux. Voilà. Je pense à tous les artistes qui ont disparu depuis et qui ont disparu sans savoir qu'ils étaient des artistes en fait. Et tout ça à cause des idées préconçues, mal placées. Et donc aujourd'hui, on peut pratiquer cette musique librement, pas encore en totale compréhension, mais librement. Je trouve que c'est comme une sorte de récompense de cet héritage. Voilà, de cette époque où rapper, ça voulait rien dire. Rapper, ça voulait dire tu revendiques je sais pas quoi. Rapper, ça voulait dire que tu étais un cas social. Enfin, Ouais. tous ces préjugés, quoi. C'est marrant, tu as utilisé 2 fois le mot cas social, et il y a une rime qui m'a frappé, moi, dans ce morceau. C'est les cas sociaux sont nés des silences coloniaux. Oui. Les cas sociaux sont nés des silences coloniaux.
Polyglotte, multiples origines, quête identitaire, lyrics corrosif. Merci de la relever. C'est une phrase dont je suis très content d'avoir trouvée, parce qu'elle résume des décennies d'histoire, elle résume la situation actuelle, elle résume un point de vue avec sa propre histoire, une histoire commune. Et pour moi, elle remet en cause tout ce qu'on peut dire au sujet de l'histoire de France, en toute ignorance. Oui. Voilà, c'est-à-dire que tu es au courant de rien et tu donnes ton avis. Et forcément, tu seras à côté de la plaque et ça sera méchant en plus. Donc les cas sociaux sont nés des silences coloniaux. Ça invite à une certaine réflexion qui, je pense, ne peut qu'apaiser. Parce que quand on connaît l'histoire, ça fait moins mal. On a découvert cette frange de la population très tard, comme ça n'existait pas avant. Mais lorsqu'on regarde un peu les livres d'histoire, pas scolaires, les livres d'histoire en général, on se rend compte que c'est une histoire qui commence il y a très 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 longtemps, bien avant l'indépendance. Et que c'est pour ça que les liens sont forts et que c'est compliqué. Parce qu'en vérité, il n'y a eu aucune séparation, quoi. En vérité. Mathématiquement, physiquement, il n'y a aucune séparation. Et nous sommes une des conséquences de ce silence. Et la douleur qui en résulte n'est due qu'au silence. Pas à la colonisation, mais au silence qui a suivi. Tu vois ? Si tu prends quelqu'un et que tu lui expliques pourquoi il a mal, il peut comprendre cette douleur, l'accepter et aller vers la guérison. La guérison, mais tant que tu te trompes de mal, tu ne peux pas guérir la maladie dont tu te trompes des symptômes. Voilà, donc c'est ça, les cas sociaux sont nés des silences coloniaux. S'il y a des cas sociaux, c'est parce que pendant longtemps, ils n'existaient pas. Mmh. Donc forcément, tu les découvres, tu fais ça, c'est en France, et puis voilà. La communication peut aider beaucoup de choses, alors, selon toi? La communication est la clé. C'est la clé. Savoir communiquer, comment dire, quand. C'est ce qui définit tout. Le propos est une chose, mais la forme est encore plus importante. Parce que sans la forme, le propos n'arrive pas. En écoutant ton album, j'ai essayé de trouver une formule qui puisse un peu résumer ce que je pensais de ton écriture, parce que tu en as parlé avec Mouloud Achour sur ce plateau. Mmh. On sent que tu es dans une épure, un minimalisme de plus en plus poussé. Mmh. C'est-à-dire que je pense que c'est une très grande marque de maîtrise, surtout, du texte, du verbe et du mot, quand on arrive à réduire à l'essentiel. Et ce qui est encore plus frappant dans ton album-là, c'est que j'ai presque l'impression que c'est de l'écriture suggestive. C'est-à-dire que tu as des formules ultra courtes, ultra impactantes, et c'est à l'auditeur exactement de réfléchir. Et en fait, le temps de réflexion et l'évocation que ça suscite chez l'auditeur est peut-être 2 fois, 3 fois plus long que toi, la formule que tu prononces. Merci de le noter, parce que ça a été le travail de réécriture de cet album. Il y avait le propos, et il y avait ce que je voulais, ce que je devais en garder, et comment l'auditeur devait le recevoir. Et ça a été toute l'étude de l'écriture. Et c'est vrai que je ne voulais pas simplifier en perdant du sens. Donc, j'ai travaillé une sorte de premier degré qui, d'apparence, disait tout, ouais, mais toujours en gardant ce second degré qui, malgré la simplicité des rideaux, est aussi complexe qu'auparavant. C'est de la recherche, Mais justement, c'est de l'art martial pour moi. Justement, question très très bête, que je me pose personnellement depuis plus de 20 ans. Comment il écrit Oxmo Puccino ? Il réfléchit. Il formule, il reformule, il lit, il compare. Et surtout, j'ai vraiment une vision de l'écriture qui est assez mystique. C'est-à-dire ? Pour moi, c'est un pouvoir magique, l'écriture. C'est-à-dire qu'avec un bon texte, vous pouvez changer beaucoup de gens. Vous pouvez changer le monde, vous pouvez causer une guerre avec un mauvais texte, avec une bévue, avec une incompréhension. Et quand je vois les retours que j'ai sur des textes que j'ai écrits il y a des années, pour moi, c'est assez magique, parce que le seul but, c'était de les écrire, pour en garder une trace, de trouver des solutions qui peuvent m'aider moi, divertir les autres, dans le meilleur des cas, mais pas plus. Et lorsque j'ai commencé à avoir des retours, dont je suis toujours étonné, aussi longtemps après, je me dis que c'est vraiment magique, des personnes qui ont été touchées, qui ont été marquées, qui se rappellent des paroles, alors qu'on oublie tout ce qu'on a appris à l'école. Je trouve que il n'y a pas plus grand comme reconnaissance de ces recherches. Pour moi, il y a quelque chose de magique, c'est-à-dire, par exemple, il y a des conversations qui peuvent se clore avec une phrase. Je trouve ça incroyable. Avec tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on dit comme conneries, de pouvoir clore une conversation avec une phrase. C'est incroyable.
de pouvoir calmer une foule avec quelques mots, de pouvoir l'haranguer, pouvoir lui donner de la joie avec quelques mots. Et puis pour aller sur le mystique, tous les grands prêcheurs utilisent des mots, tous les hommes politiques utilisent des mots. Donc je ne considère pas ça moins important parce que ça n'a pas la même portée. Toujours question très bête, est-ce que tu écris souvent? Est-ce que tu écris sur téléphone? Comment tu écris? J'écris tous les jours. Les choses importantes ou qui demandent un peu plus de temps d'écriture, je les note sur mon carnet. Et les petites idées fugaces, je les note sur mon téléphone quand il est à côté de moi. D'accord. Mais j'ai toujours un carnet ou deux. J'ai toujours des carnets. Et c'est à partir de ces carnets que tu fais tous tes morceaux? Oui. Oui, une partie de mes carnets, oui. Et question aussi très bête, quand tu es en cabine, tu gardes le carnet ou tu apprends et tu le récites par cœur? Ah non, j'ai les carnets. J'ai les carnets où j'ai le texte imprimé. Est-ce que tu l'as sur toi, tu as un carnet là? Oui, dans mon sac, mais j'ai sur moi. J'ai toujours un carnet. D'accord. Toujours. Il y a des choses qu'il ne faut pas rater. On a regardé ton morceau avec Orelsan, on va rester sur Orelsan. On va regarder Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit tout va bien. Pourquoi ce clip? Ce clip pour tout, pour le poteau, pour le texte, pour la musique, pour l'image, pour l'idée, tout, c'est complet, c'est global. La prod, cette musique enfantine, tu vois, naïve, avec les petites clochettes, l'air d'Aurel, nanana, nanana, tu sais, les petits anatoles de chansons d'enfants, et un texte très grave. Et j'ai toujours été subjugué par les textes graves, dansants. Voilà. Et en plus de ça, l'imagerie du clip, ce duo improbable d'un enfant qui doit avoir une quarantaine d'années et qui accompagne Orelsan. Parce que tu vois le gamin, tu dis, ouais, voilà quoi, c'est du costaud. Voilà, c'est un ensemble. C'est un thème qui a souvent été présent chez toi, l'enfance. Oui. Et c'est très présent aussi dans ton dernier album. Oui. Le rapport à la paternité, à l'enfance, à Bien la sûr. famille, à la naissance même. Tu parles du nombril, derrière lequel tu as grandi. Oui. C'est quelque chose qui te... Nous sommes tous des enfants. Ouais. Nous sommes tous des enfants. Plus ou moins seul. Plus ou moins seuls, oui, bien sûr, et c'est là le problème. C'est ce que je dis, c'est que parler de l'enfant, c'est parler de soi, parce que on reste l'enfant qu'on a été, déjà aux yeux de ses parents, et ensuite parce que tout ce qui nous a fondés, nos fondamentaux, notre bagage émotionnel vient de notre enfance. Donc tout le reste de notre vie passe à régler ou à vivre avec ce bagage-là. Donc penser être coupé de son enfance parce qu'on vieillit, pour moi, il n'y a pas plus triste et malheureux que ça. Parce que c'est qu'on a refusé certaines parties de son enfance, enfin c'est rentré dans la psychologie, mais pour moi c'est ça. Et donc c'est qu'on est vraiment malheureux. Moi je suis très bien avec mon enfance, et c'est ce qui me permet de rêver, d'être émerveillé, de pouvoir continuer à créer, et de pouvoir avoir un certain recul, de détachement avec ce monde. Lorsque je travaille passionnément, je travaille comme un enfant joue, pour apprendre, pour découvrir. Donc on est toujours des enfants. C'est juste que l'apparence physique change et que l'expérience fait qu'on ne peut plus se permettre d'avoir le droit de voir les choses comme un enfant. Oxmo Puccino a guéri de son enfance? Oui, bien sûr. J'ai guéri de mon enfance. C'est un chemin. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais oui, j'ai guéri de mon enfance. Ouais, bien sûr. Il y a un autre thème de psychologie que tu évoques dans ton album. Moi, je l'ai pris comme un truc de psychologie. C'est un morceau qui s'appelle 10 000. Oui, 10 000. Ah, génial. Dans lequel tu parles Génial. de plein de choses Oui. Que tu rattaches au terme 10 000. Oui. Quand j'arrive, tu peux qu'applaudir, sinon tu m'écoutes pas. Le meilleur rappeur français du monde, c'est un constat. Les petites frappes qui bluffent s'arrêtent à 9999. Agir ou attendre son tour, que se demander ce qu'on fout sur terre à 10 000 jours. On te juge à tes têtes, alors j'accélère. On travaille souvent en dessous de son salaire. Il y a un autre psychologue qui a une théorie que j'aime beaucoup, c'est la théorie des 10 000 heures. Tu l'évoques dans le morceau. Ah oui, bien sûr. C'est une théorie qui dit que pour passer maître dans un art, Oui, et c'est vrai. une science, Et c'est il faut vrai. pratiquer pendant 10 000 heures. C'est vrai. 10 000 heures, ça Je trouve que équivaut, c'est une très bonne moyenne. ça équivaut à 10 ans. 10 ans, ouais. Ouais. C'est ça. Dans ton morceau 10 000, J'en parle. ouais, tu dis Ouais. 10 000, c'est que les préliminaires. Attends, Ouais. ça fait 20 ans que tu as une carrière. Qu'est-ce qu'on apprend après 20 000 heures, Oxmo? Après 20 000 heures,
on apprend qu'on n'est qu'au début et qu'en fait, on a beau enchaîner les heures, on se retrouvera toujours à l'heure zéro. Et que c'est ce qui rend la chose excitante. À l'heure zéro, avec des bagages, certes, mais à l'heure zéro. Et c'est comme un éternel recommencement avec des données différentes et meilleures. C'est ça. Et c'est découvrir ça, c'est ce qui me permet de rester toujours en alerte, de continuer à chercher, de jamais tourner en rond, de continuer de pouvoir toujours éprouver du plaisir dans les yeux du public, de ses amis, d'être content de retourner en studio, d'écrire. C'est ça. On va retrouver tes amis. Oui. Dans la sélection de clips que tu as proposés, il y a beaucoup de clips issus d'un collectif Comme par hasard. qui s'appelle Courtrage-Mé. Ah oui, On va commencer par le plus vieux. pour ceux. C'est parti. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus, qui savent, même quand les peu quoi ça marcher dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain, wesh wesh cousin, mafia quelqu'un, pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors garlouche. Hardcore même quand ça galoche, pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes, pour les Touaregs, les pirates du bitume. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce clip? Ça m'inspire une époque déterminante, ça m'inspire un clip documentaire, un clip témoignage, le lancement d'une nouvelle imagerie, une des origines du rap français, des monuments. Voilà, ça m'exprime d'abord ça. Voilà, des personnages, des grosses personnalités et une histoire. Une histoire, la mafia Quinfri. Kim qui m'appelle un soir et qui me dit « Ouais, Hawks, il y a Manuquet qui nous a appelés et il veut qu'on fasse le clip de Mafia Quinfri. » J'ai fait « Mais vous allez le faire, ça va être fou. » Et il fait « On a trouvé une idée. On va faire un clip de Kaira qui rigole. » J'ai fait « Mais non, mais vous êtes des génies. C'est pour ça que vous êtes les meilleurs. » Tu parles de Kim Chapiron et de Romain Gavras, Ouais. fondateurs du collectif Courtrage-Mé, aux côtés d'autres personnes, Ouais. Toumani Sangaré notamment, Entre autres, oui. Entre autres. et qui sont des réalisateurs qui ont eu des carrières très intéressantes derrière ça, ouais. Et à suivre encore. Et encore à suivre. Et il y a d'autres personnes qui ont eu d'autres carrières aussi dans ce collectif, C'est pour ça. qu'on va mentionner, et qui a une histoire vraiment extraordinaire, ce collectif. Et ouais, et ça fait déjà un certain temps que ce clip a été tourné. Et c'était beaucoup de préparation, 2 ou 3 jours de tournage, ce qui était énorme à l'époque. Et beaucoup d'amour dedans. Beaucoup d'amour. De personnes dont tu n'aurais pas cru pouvoir en ressentir, je veux dire. Tu vois, c'est un groupe qui avait une réputation, voilà, qui n'était pas dans l'humour, qui n'était pas là pour rigoler tout le temps, quoi. Et dans ce clip, c'est totalement l'opposé, sans rien changer à leur nature. Et le clip est tellement fort qu'il a influencé 50% des clips de rap français par la suite, encore aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas de clip de rap français de base, où il y a les mecs avec les motos, les bécanes, alignés, dans une cité avec des immeubles. Ça vient de Courtrage-Mé, ça. C'est un clip définitif. C'est un clip définitif, ouais. C'est un clip étalon. À partir de ce clip, les choses seront comme ça. Je suis très content que tu racontes le coup de fil de Kim Chapiron, parce que c'est une question qui m'intriguait beaucoup. Ça, c'était le premier clip, gros clip de Courtrage-Mé. Bon, il y en a eu d'autres avant, en 2002. Oui. Je me suis dit, c'est le plus emblématique. On va faire un flash-forward de 16 ans pour arriver en 2019. Pour le clip le plus récent réalisé par un membre de Courtrage-Mé, c'est Too Hot, pour le groupe qui s'appelle Pink Noise, et c'est réalisé par Kim Chapiron. Aussi. Et moi, je veux savoir, Mais c'est fou. qu'est-ce qu'il te raconte, Kim Chapiron, quand il te propose de venir dans le clip de Too Hot? Comment il te le vend? Ah non, mais il ne le vend pas. Ça veut dire qu'il arrive à un niveau de réalisation où tu ne peux pas exprimer son idée. C'est-à-dire que quand tu vois le clip, tu ne peux pas le décrire. Imagine avant de le voir. Tu ne peux pas traduire les images qu'il a en tête. Ouais, il y aura quelqu'un qui va avec un costume doré, qui va proposer des grenouilles. En fait, c'est un bar à grenouilles et tu fais semblant de comprendre. Et tu attends le montage et tu restes ébahi comme tout le monde. Et je trouve ça, c'est encore une preuve de maîtrise. Les idées de Kim, je peux pas y réfléchir avant de le voir. C'est impossible. Et aujourd'hui, il va te faire des résumés par sympathie. Et tu vas arriver sur le tournage et tu vas être dans un monde que tu ne reverras plus jamais. Ben, on regarde Too Hot de Pink Noise par Kim Chapiron. Allez. Ouais, je peux
pas léché de grenouille, toi? Non, c'était pas écrit pour moi. D'accord. C'était pas écrit pour moi. Et en vérité, je savais même pas que j'allais tourner dedans. Il m'a dit, viens t'asseoir là, assieds-toi là. Et je m'assois et puis je fais des conneries. Enfin, j'essaie de pas être trop gênant à la caméra. Voilà, pas en faire trop. Non, c'est toujours un événement, un tournage de Kim Chapiron. Tous ceux qui y sont passés peuvent en témoigner. C'est souvent familial parce que ça a toujours été comme ça en fait. Dès qu'il y a un tournage, si c'est possible, et à tout le monde. Et c'est le bordel, et on ne sait pas, et lui il est en transe. Et c'est vraiment, il devrait y avoir un documentaire sur ces tournages. Bonne idée. Vraiment. Bonne idée. Sans lessiver, même si t'as rien foutu. Enfin, Il y a une énergie? extrême. Je pense que ce n'est que ça. Ce n'est que de la mise en image énergétique. D'accord. Et c'est ce que ressent tous ceux qui visualisent le film, parce que les réactions ne sont jamais neutres. C'est soit on est intrigué, soit on aime, soit on déteste, mais on ne reste pas inexpressif dedans. Et c'est formidable. À dire, même ne pas aimer, c'est de l'amour. C'est de l'amour déchu, mais c'est de l'amour, ne pas aimer quelque chose. C'est le contraire de l'indifférence. Être indifférent, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Mais ne pas aimer quelque chose, l'exprimer, que ça joue sur votre visage, que vous en parlez à l'autre, là, c'est dégueulasse. C'est de l'amour, mon gars. Mago, c'est de l'amour. Ne te trompe pas. Si tu ne veux pas exprimer de l'amour, de l'amour dur, de l'amour qui ne te va pas, tais-toi. C'est mieux. Je trouve que c'est un bon résumé de l'identité Courtrajmé, tout ce que tu viens de faire. Là. Ouais, je pense. Ah, tu penses? Sur l'énergie, sur les réactions que ça suscite. D'accord. Ben ouais, t'as raison. Maintenant que tu le dis, ouais, t'as raison, c'est vrai. Peu importe ce qu'on pense, il faut faire, quoi. Une des dernières fois où on s'était vus, c'était en mai dernier. Mm-hmm. On s'était vus un début d'après-midi parce que juste après, tu avais un avion à prendre pour aller au Festival de Cannes. Ah oui, On va regarder une petite vidéo et on va en parler après. oui. Il y a une équipe qui a été créative depuis longtemps. Je reviens sur Courtrajmé. La plupart des protagonistes maintenant ont passé le cap des 30 ans. Ouais. Des courts-métrages à Clichy-Montfermeil jusqu'à maintenant au Festival de Cannes. Ouais. Quel regard toi tu portes sur cette aventure, cette grande famille de Courtrajmé? Bah, c'est une très bonne question et très bien posée, très bien posée. Le regard que je porte, c'est beaucoup de tendresse déjà, beaucoup de tendresse et l'histoire de tout un travail avec une vision des choses qui est restée fidèle à elle-même. C'est lorsque je vois, par exemple, Cannes aujourd'hui ou ce que fait tout un chacun, je me dis qu'on avait raison en fait. Raison sur quoi? On avait raison sur notre vision des choses, sur ce qui allait se passer, sur notre proposition. On avait raison sur l'importance du travail, l'importance d'être fidèle à soi-même, de pouvoir travailler entre des gens qui s'aiment très très fort, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, toutes ces leçons de vie dont on avait jeté les graines il y a longtemps. Je parle pour les fondateurs suprêmes. Depuis, Ladjli a gagné le prix du jury à Cannes. Est-ce que vous aviez encore plus raison? Non, mais là, moi, je suis dépassé. Ça me dépasse. Ça me dépasse parce que à chaque fois qu'on s'approchait du moment, tout le monde disait « Oh là là, tu vas voir, il va se passer quelque chose. » Et moi, j'y croyais pas. Et donc, quand c'est arrivé, j'étais complètement abasourdi, assommé. Et j'avoue ne pas avoir compris. Si on prend en compte ce qui vient de se passer récemment, là, non, je comprends pas. Je comprends pas, vraiment. Je sais que c'est immense, que ça a pris une portée incommensurable qu'on n'avait jamais prévu. Et je regarde le voyage de loin parce que vraiment, je comprends pas. On peut pas faire semblant de comprendre tout ce qui nous arrive. Et moi, j'aime bien aussi pas comprendre. En même temps, il faut se mettre à la place. Imaginez, vous êtes nominé et puis vous gagnez une palme, puis ensuite on vous appelle pour les Oscars. Vous faites la même chose depuis 20 ans. Oui, c'est vrai, parce que Les Misérables de Ladjli a été choisi pour représenter la France aux Oscars. Oui.
Oui, pour moi, c'est déjà... C'est incroyable. Rien que représenté, rien que nominé, c'est déjà fou. Il était nominé au César l'année dernière, on l'a félicité pour ça, pas pour la victoire. Alors là, un an plus tard, on parle des Oscars, c'est pharaonique. Et le plus fou dans tout ça, Oxmo, c'est que le film n'est pas encore sorti. Et le film n'est pas sorti. C'est incroyable. Et tout le monde le verra, parce que tous ceux qui l'ont vu ne pensent qu'à le revoir. Et le film ne fait pas de bruit. C'est pas du faux bruit, quoi. C'est-à-dire que personne n'en sortira indemne. Même ceux qui vont aller le voir pour ne pas l'aimer n'en sortiront pas indemne. On sera dans notre clip, on va rester dans la famille Courtrajmé. On va regarder Bad Girls de M.I.A. par Romain Gavras. Faster, young bad girls, do it wild. Live faster, young bad girls, do it wild. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Autre éminence grise de Courtrajmé, Romain Gavras. Romain Gavras. Voilà, Romain Gavras. C'est... je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire sur Romain Gavras. Déjà, on ne sait pas quoi dire de ces images. Tu vois, prodigieux, virtuose, c'est des mots qui riment à rien. On peut regarder les clips 1000 fois et les aimer 1000 fois de manière différente. Ça part souvent d'une idée simple, absurde. Là, c'était, je vais faire un clip avec des Qataris et des meufs funky. Et je vais rendre ça funky. Vas-y. Et après, tu vois, et tu te rends compte que, en fait, il fallait le trouver, que c'était impensable. C'était impensable, ça ne pouvait pas sortir de n'importe quel cerveau. Ensuite, c'est copié. Tout le monde reprend une phase, une séquence, un petit truc. Et on réalise bien plus tard ce que ça représentait en termes de puissance. Et longtemps, on continue à réaliser. Et c'est assez dur parce que quand tu arrives avec ce niveau d'exigence à tes débuts, c'est tout de suite mal pris. Tout de suite. Et moi, je me rappelle donc des premiers courts-métrages qui n'étaient pas très compris et surtout le clip de Stress, qui était incroyable, qui était génial. Justice, ouais. Justice. Et que tout le monde est tombé sur son dos. J'ai trouvé ça complètement dingue, avant de se rendre compte que ce clip commençait à être apprécié dans le monde entier, à être primé. On commence à l'appeler de tous les pays pour travailler, et chez lui, on lui crache dessus. Mais pour rappeler aux gens, c'est un clip dans lequel on voit des jeunes une œuvre de d'art. qui s'en prennent à des gens, un peu comme dans Orange Mécanique. Une des personnes d'ailleurs, pour la petite anecdote, qui les agresse dans la rue, c'est Marc, qui présente Best of Friendo sur la chaîne Click TV. Ah, c'est marrant. C'est Marc Orselli. Et c'est filmé de façon quasi réaliste. Documentaire. Et c'était inédit à l'époque. Personne n'avait jamais fait ça. Alors, tout le monde a été touché parce que c'était très bien fait. Et le choc qui était dû à la qualité, en fait, a été compris comme au premier degré. Voilà, ils se sont dit, les gens ne se sont pas dit, ah, j'ai été choqué. En fait, il est trop fort parce que c'est un clip. Ils se sont dit, ah, quel choc. Mais il est en train de montrer la fin du monde, il est en train d'inciter les jeunes, mais c'est la violence, mais ah. Donc les réactions étaient justes, disproportionnées, mais à la hauteur de la qualité de la proposition. Et je trouvais ça dommage que les gens ne fassent pas la distinction entre la réalité et la proposition, le talent et le reste. Donc résultat, il a tout pété dans le monde entier. Puis voilà. Quelques années avant ce clip, Romain Gavras avait fait un autre clip qui montrait des jeunes dans leur quotidien, de façon quasi documentaire, où il les suivait de très près. Et là aussi, c'était outrancier. C'était un clip qui s'appelle Signatune, oui. de DJ Mehdi, et Oui. qu'on va regarder tout de suite. Oui. DJ Mehdi, paix à son âme. Ouais, personnel, bien sûr. Petite pensée à Nils. Et ce clip complètement dingue, moi, ce clip chef-d'œuvre aussi, je pense à l'instant que aujourd'hui, ça a l'air facile de faire, mais je crois que rien n'est plus difficile que de créer son style. Alors, créer sa marque qui va être reconnaissable parmi toutes. Je pense que c'est ça qui va être difficile avec les temps qui viennent. Et là, il y a mon idole, Olivier Barthélémy. Bartos.
Bartos, qui pour moi est un des plus grands comédiens qu'on ait sur ce territoire. J'espère que les gens vont le savoir très vite. Et la musique de Mehdi, Romain, le nord de la France. Enfin, c'est trop d'ingrédients. Trop d'ingrédients qui, en premier lieu, n'auraient rien à voir ensemble. Olivier Barthélémy, DJ Mehdi, Romain Gavras, le nord de la France, un concours de tuning. Voilà. Et voilà le résultat. C'est magique. C'est des choses qui ne vieillissent pas. Il y a un autre clip qui ne vieillit pas, que tu as demandé à revoir. Et en le revoyant pour préparer cette émission, on a découvert des choses qu'on ne connaissait pas du tout. On va regarder ensemble Sabotage, Ah oui. des Beastie Boys. Un clip de 1994. Mhm. Merci de nous avoir fait revoir ce clip de Spike Jonze, clip culte des années 90. À titre perso, je me rappelle l'avoir beaucoup vu à l'époque, sur M6 et sur MTV, c'était un clip MTV, qui bourrinait. Ouais. Et en fait, en découvrant sa version-là, j'ai découvert un truc qui m'a énormément perturbé, qui a complètement changé le regard que j'avais sur le clip. C'est que quand il est passé sur MTV et sur M6, ils ont passé une version censurée. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Bah, la version censurée, donc il n'y a pas le mec qui tombe de la voiture, il n'y a pas le gars qui saute du pont, il n'y a pas les scènes de violence. Et ça correspondait à l'esprit puritain de l'époque, où il ne fallait pas prendre trop de risques. Voilà, tu pouvais montrer des culs, des seins, mais tu ne pouvais pas montrer un mec qui tombe d'une voiture. Et je trouvais ça dommage parce que ça n'avait pas de sens dans la créativité du génie de Spike Jonze. Il faut rappeler que c'est Spike Jonze, c'est que c'est pas parce qu'un mec tombe dans un film d'une voiture qu'il tombe en vrai dans la vie. C'est qu'une proposition, c'est un film. Et c'est dommage qu'on coupe la poésie des artistes pour des raisons aussi terre à terre. Voilà, comme si on ne pouvait pas faire la différence. Et sinon, c'était aussi pour saluer ce rap qu'on écoutait sans le crier sur les toits, parce que c'était du rap rock, c'était du rap avec des instruments, donc c'était pour un public spécifique, voilà. Mais moi j'aimais bien quand même, parce que c'est quelque chose que j'écoutais depuis un certain temps. D'accord. Et ce clip, quand il est arrivé, tu vois, ça veut dire, dans les années 90, c'est un clip qu'on peut regarder aujourd'hui, sans savoir quand il a été tourné, avec des références connues de tous, qui viennent du cinéma américain, qui est encore diffusé sur les chaînes câblées aujourd'hui. Cette musique, cette énergie, et cette mise en scène cinématographique, un peu burlesque, ça, c'est un humour qu'on ne peut pas dater. Puis la maîtrise, quoi. Moi, à l'époque, vraiment, quand je l'ai vu en version censurée, sans savoir que c'était censuré, je l'ai pris comme une parodie, tu vois, des séries policières et tout. Et en découvrant qu'en fait, les flics butent quasiment tous les mecs qu'ils croisent, je me suis dit, mais en fait, c'est un truc aussi sur les violences policières. C'était juste après Rodney King et tout. Je me suis dit, mais en fait, c'est Il n'y un avait truc pas de risque à prendre. Ouais. Il n'y avait pas de risque à prendre. Et je me suis dit, c'est ouf. Et c'est marrant parce que quand j'ai revu les premiers plans des flics dans la voiture, ça m'a beaucoup fait penser justement au plan du court-métrage Les Misérables, où les flics patrouillent, où ils ont tous des looks. Mais en même temps, c'est un plan de cinéma... un peu classique. Oui. Les flics qui se chambrent entre eux. C'est classique. Et ça m'a fait penser à ça. Et après, en voyant qu'il y avait des bavures derrière, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je suis passé complètement à côté du truc. C'est dingue. Mais je suis peut-être dans la surinterprétation aussi. L'interprétation est toujours bonne. Hein. On va regarder un autre clip qui date à peu près de la même époque, d'un autre très grand réalisateur, parce que tu n'as fait des choix que de clips faits par des grands réalisateurs. C'est Around the World de Daft Punk, qui date de 1997. On va regarder ça tout de suite. Ce clip, il est sorti en 1997. Ton premier album est sorti en 1998. Tu viens de dire que les Beastie Boys, c'était du rap qu'on écoutait en cachette. Est-ce qu'à l'époque, tu écoutais aussi du Daft Punk en cachette ? J'ai toujours écouté du Daft Punk. D'accord. Le son, il vient du futur. C'est kiffant d'être dans le futur un peu de temps en temps, surtout quand c'est musical. Et cette imagerie, il n'y a pas de mots, quoi. Je veux dire, c'est comme je disais depuis tout à l'heure, c'est des choses qui ne peuvent venir que d'une personne, qui correspondent à un alignement d'étoiles.
C'est-à-dire qu'on a trouvé le bon réalisateur sur la bonne chanson, avec les bonnes personnes, la bonne histoire. Enfin, c'est extrêmement rare de pouvoir profiter d'un moment précis comme ça dans sa vie. D'en pouvoir tirer bénéfice. D'habitude, on le voit, on le laisse passer, on le voit, et puis on en parle. Alors, tu te rappelles quand on aurait pu, tu vois. Et un clip comme ça me fait penser à un moment où c'est arrivé. Cette simplicité mise en exergue, mais qui a l'air facile à faire, aisée, comme la musique, comme ce petit air. Et c'est ça qui est fou, c'est que on pourra aller dans tous les sens, ce sera toujours la simplicité qui va cartonner. Alors je te remercie parce que tu m'offres une transition rêvée et très facile. On parle de simplicité et de points précis dans le temps, d'étoiles qui s'alignent pour un moment. On va regarder le dernier clip que tu as choisi, c'est Liberian Girl de Michael Jackson. C'est, je sais pas en fait, je sais pas. Ça veut dire, on devrait faire un clip comme ça. Tous les artistes devraient faire des clips comme ça tous les 10 ans. C'est-à-dire des clips qui sont le marqueur d'une époque? Qui soient le marqueur d'une époque, ou même de leur époque, même de leur moment à eux, de leur vie. Ouais. Parce que c'est quelque chose que tu regardes, comme les clips, les œuvres de Courtrajmé, c'est des choses qu'on regarde, on se regarde vieillir. Et c'est important non seulement à titre personnel, mais à titre artistique, parce que ça le marque d'une époque. C'est les gens qui faisaient bouger une époque. C'est un instantané d'une époque. C'est un instantané d'une époque. Voilà, sur sa meilleure facette, c'est comme une récompense d'être là. C'est un peu tu vois, la fin du film, quand il y a toute la distribution et ceux qui ont participé dans le film, ben, c'est un peu ça de manière visuelle. C'est la première fois que j'ai vu ce film, j'étais égaré de l'idée déjà. Ouais. Et la Michael qui arrive à la fin, tous ces gens qui se rencontrent, tu sais pas ce qui est joué, ce qui est mis en scène, la simplicité, tout le monde en conditions réelles. Moi, je trouve aussi important ce qui se passe dans le cadre qu'hors champ. Il y a ce qui se passe dans le cadre, c'est génial, mais aujourd'hui, si on fait des making-of des films, c'est parce que ce qui se passe dans le cadre est aussi important que ce qui se passe hors champ. C'est-à-dire, c'est aussi fascinant de voir le résultat d'une réalisation que de voir le réalisateur tourner ce film. Et donc, à l'époque, c'était inconcevable de passer derrière les coulisses, de voir tous ces gens-là hors contexte, dans les contextes réels. Donc c'était révolutionnaire à l'époque. Toi, c'est qui les personnalités qui sont dans ce clip que tu appréciais le plus? Bah, il y en a énorme. D'Anacroïde, Bombo le singe. Il y en a énormément. Quincy Jones. Quincy, non mais il y en a énormément. Il y en a trop. Il y en a trop. Brigitte Nielsen. Enfin, ça fait chaud au cœur pour ceux qui ont vécu à cette époque-là, cette génération. Ça peut que faire chaud au cœur. Il y a Malcolm qui était dans le Cosby Show aussi. Malcolm Jamal Warner. C'est fou, c'est fou. Il y avait tout le monde. Si tu devais faire un clip comme ça aujourd'hui, t'inviterais qui? Évidemment, en dehors de la famille Courtrajmé. J'inviterais tous ceux qui font parler d'eux d'une manière qui suscite de l'amour, qui sont à l'affiche. Je les inviterai tous. Parce que être à l'affiche, c'est pas donné. C'est des combats, c'est des luttes, c'est des doutes. Et être sur une affiche, c'est à la hauteur de la chanson de Charles Aznavour, je me voyais déjà. C'est-à-dire que pour avoir son nom sur l'affiche, vous voyez quelqu'un sur une affiche, dites-vous qu'il est passé par Mont et par Vaux pour en arriver là. Et donc, ça serait une sorte de photo de tous ceux qui arrivent à mettre leur nom sur une affiche. Et donc font rêver des gens, remplissent des salles, font déplacer des gens pour venir les voir, écouter leur histoire. Merci Oxmo. Toi, tu es à l'affiche d'une tournée pour ton album La Nuit du Réveil. Mm-hmm. Tu pars en tournée à partir de novembre. Oui. Tu seras le 8, 9, 10 décembre à la Cigale. Tout à fait. On est très heureux de voir ton nom à l'affiche, on viendra te voir. Merci. Merci Oxmo. Bientôt. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé